Vous aussi, vous êtes impressionné par les sportifs qui performent genre super vieux? Vous savez, ceux qui à 40 ans gagnent encore des titres ou un corps parfait, alors que vous êtes complètement hors de forme à 24 ans? Quoi? Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la longévité de certains sportifs qui continuent de performer, même à un âge où la majorité sont à la retraite. En basket, on a bien évidemment LeBron James, 38 ans, qui est un exemple absolu. Le gars attend quand même de jouer en NBA avec son fils. Ah, ça change de ton gros daron qui se claquait en te faisant une passe dans le parc, hein. Bref, l'idée c'est de se concentrer sur des sportifs qui ont réellement performé très tard. Vous allez voir que pour certains c'est toute la carrière qui a été exceptionnelle, et pour d'autres c'est juste leur prime qui est arrivé à un âge avancé. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, comme on va parler de sportifs âgés, cette vidéo est sponsorisée par la réforme des retraites à 64 ans. Allez, mettez-vous à l'aise car c'est parti pour le premier épisode des grandes histoires du sport, les sportifs qui repoussent les limites de l'âge. Comme évoqué dans l'introduction, de nombreux sportifs ont réussi à repousser les limites de l'âge en continuant d'exceller dans leur discipline, même après avoir atteint un âge où la plupart auraient pris leur retraite. Et on commence avec l'un de mes préférés, Kazuyoshi Miura. Kazuyoshi Miura est un joueur de foot japonais qui bat tous les records d'âge, vraiment tous. Et Miura a débuté sa carrière de footballeur professionnel en 86 au Brésil, et pas dans n'importe quel club, au Santos FC, le club de l'illustre Pelé, ce qui lui a valu de se faire appeler King Kazu, en référence au roi Pelé. Oui quoi, je m'essayais au doublage d'animé. En vrai, avec ma tête de bûcheron, ça marche mieux de dire King Kazu que D'ailleurs, en parlant d'anime, beaucoup de Japonais pensent que Captain Tsubasa, donc Olivier Tom en français, a été inspiré directement de King Kazu, mais en vérité non, car le manga a commencé avant sa carrière. C'est dommage, franchement je pense qu'on aurait tous aimé. Après, certains passages le sont peut-être, mais pas l'entièreté du manga, ça c'est une certitude. Donc en 86, ce fut le premier japonais à jouer dans le championnat brésilien, et spoiler, il joue encore. Ouais, vraiment, il joue encore. Pour remettre dans le contexte, quand le gars a commencé sa carrière de footballeur professionnel, Cristiano Ronaldo avait 1 an et Messi n'était pas encore né. Et Miura, avant sa longévité inégalée, c'est une légende des Samouraïs Bleus, l'équipe nationale japonaise, avec laquelle il a marqué 55 buts en 89 sélections. A titre de comparaison, c'est un but de plus que le record de Giroud en équipe de France, 54 à l'heure où je tourne la vidéo. Même si Miura a joué la majeure partie de ses matchs contre des sélections asiatiques, le record est vraiment solide. Et alors en club, il a une carrière complètement dingue. Il a joué pour plusieurs clubs au Japon, il a joué au Genoa en Italie, au Dinamo Zagreb en Croatie, il a joué en Amérique du Sud à Santos puis dans d'autres clubs brésiliens où il était prêté, il a joué en Australie au Sydney FC et il est actuellement sous contrat avec l'UD Oliveirense en D2 portugaise. Il a donc joué sur 4 continents différents, exploit qu'il partage avec le grand Rivaldo. Mais contrairement à Rivaldo, c'est pas quelqu'un qui a gagné des trophées majeurs, mais c'est surtout l'âge auquel il joue professionnellement qui est juste impensable en fait. Du coup, il a forcément des petits records. En 2017, il est devenu le plus vieux buteur de l'histoire du football professionnel en marquant à l'âge de 50 ans et 14 jours. Et en 2020, il est titulaire et capitaine lors de la 18e journée du championnat japonais contre le Kawasaki Frontale. Et il devient ainsi le plus vieux joueur à prendre part à un match de l'élite japonaise à l'âge de 53 ans, 6 mois et 28 jours. Et son dernier record en date, avec son club actuel, il est devenu le footballeur le plus âgé à avoir joué dans le football portugais, du haut de ses 56 ans, 1 mois et 24 jours. Bon, on va pas se mentir, il est rentré à la 90e minute, faut pas abuser, mais les Portugais ont l'air de bien apprécier son rôle de guide pour la nouvelle génération, car j'ai une bonne nouvelle, le jour où je tourne cette vidéo, il a prolongé son contrat pour 1 an, et c'est pas une vanne, mais il a dit qu'il voulait jouer jusqu'à ses 60 ans, le mec est complètement zinzin. Et quand on l'a questionné sur sa longévité, King Kazu a dit qu'il était important de bien s'entraîner, bien manger, bien dormir, mais le plus important, c'est la passion. Sa longévité est donc le fruit de la passion. Là, on va plutôt enchaîner avec le fruit de la prison, Bernard Hopkins, dit Alien. Ah ouais, on change tout de suite d'ambiance. Bernard Hopkins est une légende de la boxe anglaise. Pour autant, il a commencé à boxer assez tard pour une raison plutôt particulière, la prison. En fait, depuis petit, il baigne dans le milieu de la délinquance à Philadelphie et à l'âge de 17 ans, il est incarcéré pour vol avec violence. Résultat, 18 ans de détention. Bon, en réalité, il n'en fera que 5 pour bonne conduite. Et dès sa sortie, il veut boxer. Donc, il fait son premier combat professionnel sans jamais n'avoir boxé en amateur quelques mois après avoir quitté sa cellule.
Mais son manager avait eu la brillante idée de lui faire prendre du poids et de le faire boxer en mi-lourd alors que sa catégorie naturelle était les poids moyens. Résultat logique, défaite contre un inconnu du circuit. Et là, pendant presque 2 ans, il retombe dans ses travers et ne boxe quasiment plus. En guise de dernière chance, il revient sur le circuit en poids moyen et là, il enchaîne 15 victoires en 15 combats entre 90 et 91. Hopkins a trouvé sa voie et un surnom, The Executioner. Ouais, l'exécuteur, ça fait bien flipper. Fort de sa série de victoires, il tente alors de s'emparer du titre de champion du monde IBF, mais il perd contre Roy Jones Jr. Et c'est la première fois en fait qu'il perd depuis son premier combat. Mais cette fois-ci, il reste dans la boxe et en 95, il devient champion du monde IBF en battant Segundo Marcado. On peut donc dire qu'il est devenu El Primero en battant Segundo. Et par la suite, il devient champion du monde IBF et WBC, toujours chez les poids moyens, en 2001, pour enfin devenir champion du monde unanime en 2004. Et là, c'est là où tu comprends rien, c'est quoi ces sigles? IBF, WBC, je sais pas quoi, BFF, WC, tu comprends rien, c'est normal, ok? Pas de souci, je vais t'expliquer. Pour faire simple, en boxe, il y a 4 grandes fédérations. Et en fait, elles ont toutes un champion du monde par catégorie. Donc chacune une ceinture par catégorie. Et ces 4 fédérations s'appellent WBC, IBF, WBA et WBO. Et Hopkins, en 2004, ça a été le premier boxeur à récupérer les 4 ceintures. Toutes les grandes fédérations ont alors le même champion du monde. Il devient alors champion unanime, le Graal de la boxe. Il a 39 ans et se fait maintenant surnommer The Alien. Ouais, l'Alien c'est quand même plus sympa que l'exécuteur. Mais pas de quoi arrêter sa carrière, oh non. Il passe dans la catégorie mi-lourd en 2006 et en 2010, 17 ans après sa défaite contre Roy Jones Jr., il prend sa revanche dans un duel de quarantenaire. Maintenant à l'aise dans sa nouvelle catégorie, Hopkins devient champion WBC à 46 ans, champion IBF à 48 ans et champion WBA et IBF à 49 ans. Il prend sa retraite à presque 52 ans après une défaite où il est battu avant la limite du 8e round. Personne n'est éternel, même si Hopkins, l'alien, l'est sans doute plus que le commun des mortels. Et maintenant, on va parler d'une compatriote américaine dans un autre sport, Christine Armstrong. Et Christine Armstrong, c'est une très grande championne de cyclisme, et notamment de contre-la-montre. Là, je commence à entendre des ouais, Armstrong dopé, gna gna gna, ouais, Armstrong, elle va sur la lune, gna gna gna. Mais rien à voir avec Lance Armstrong, rien à voir avec Neil Armstrong, et rien à voir avec Louis Armstrong non plus. Bref, je m'éparpille. Oui, Christine Armstrong n'a rien à voir avec Lance Armstrong, même si la première femme de Lance Armstrong s'appelait Christine aussi, c'est vraiment 2 personnes différentes, elles n'ont rien à voir. Mais je parle pas de Christine Armstrong aujourd'hui pour son nom, mais parce qu'elle a gagné 3 médailles d'or au JO en contre-la-montre à 35, 39 et 43 ans. Elle est vraiment exceptionnelle. D'autant plus qu'elle a gagné 2 médailles d'or au JO après la naissance de son fils en 2010. Donc on s'incline, on s'excuse et on applaudit la performance de la seule Armstrong à avoir gardé un vrai palmarès dans le cyclisme. Mais comment parler de performance âgée dans le cyclisme féminin sans parler de notre Jeannie Longo nationale? Jeannie Longo a remporté un total de 13 médailles au championnat du monde de cyclisme sur route, ainsi que 4 médailles olympiques, dont une médaille d'or, 2 courses en ligne à 38 ans. Elle devient championne du monde de contre-la-montre à 43 ans et à 52 ans, elle est championne de France de la même catégorie. Mais pour le coup, Jeannie, elle a été accusée de dopage et là, c'est assez embarrassant. En 2011, il est annoncé qu'elle a manqué par 3 fois à ses obligations de contrôle dans le cadre de la lutte antidopage au cours des 18 derniers mois. Elle est finalement relaxée de toute poursuite disciplinaire par la Fédération de cyclisme. En fait, comme elle était sur sa fin de carrière, elle ne faisait plus partie de la liste des sportifs de haut niveau soumis au contrôle de l'Agence française de la lutte contre le dopage. Ouais. Mais ce qui est encore plus embarrassant, c'est qu'en 2018, son mari a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour avoir acheté de l'EPO pour un montant d'environ 3000 $ entre 2008 et 2011. Et le truc, c'est que son mari, c'était aussi son entraîneur. L'ancien cycliste Joe Papp, qui s'était reconverti dans le trafic de PO, a témoigné dans l'équipe il y a quelques années. Je vous conseille de lire l'article, car ce qu'il affirme est assez troublant. Pour autant, ça n'a jamais été prouvé que l'époux et entraîneur destinait ses produits à sa femme. Bon, après, entre nous, le mec, ça m'étonnerait qu'il soit rentré chez lui en se disant « Tiens, j'ai une sportive de haut niveau à la maison et de l'EPO, mais je vais le filer au chien, peut-être qu'il va courir plus vite. » Non, il s'est pas dit ça, non. Impossible. Et même si toutes les grand-mères sous EPO ne gagneraient pas le championnat de France de contre-la-montre, ça fait tâche. Mais bon, jusqu'à preuve du contraire, même s'il y a des gros doutes, ça n'a pas été prouvé, donc j'en parle ici.
Vous pensiez rester dans le cyclisme avec Johan Pavey, mais non, Pavey n'a pas gagné le Paris-Roubaix. Johan Pavey est une championne d'athlétisme britannique, une coureuse de fond. Après avoir obtenu une médaille d'argent à 38 ans en 2012, elle est devenue la championne d'Europe du 10 000 mètres en 2014 à l'âge de 40 ans. Elle a eu une carrière respectable sans être aussi exceptionnelle que d'autres exemples dans cette vidéo, car son titre à 40 ans fut le plus grand de sa carrière. À titre de comparaison, les 3 médaillés des derniers championnats d'Europe du 10 000 mètres féminin avaient respectivement 25 ans pour Yasmin Chan, médaillée d'or, 30 ans pour la médaillée d'argent Eilish McColgan et 32 ans pour la médaillée de bronze Lona Chemtai Salpeter. Normalement, à 40 ans, tu essayes de boucler 10 km, même à 24. Johan Pavey, elle, est championne d'Europe à 40 ans. Et un autre Européen qui a réalisé des exploits à 40 ans, c'est Dino Zoff. Et je crois qu'on pouvait pas mieux porter un surnom pour ce style de performance, Super Dino. Ouais, elle était facile celle-là. Super Dino, le gardien italien, a beaucoup gagné dans sa carrière, mais il est aussi marquant pour autre chose. Il est devenu le plus vieux vainqueur d'une Coupe du Monde lors de la victoire de l'Italie à la Coupe du Monde 82 à l'âge de 40 ans. Et le pire, c'est que l'Italie lui doit cette victoire en grande partie. Il est d'ailleurs élu meilleur gardien européen à ses 38, 39 et 40 ans. Et la stat que j'aime le plus, c'est 2 trophées majeurs gagnés avec l'Italie, donc le championnat d'Europe et la Coupe du Monde, ont été gagnés avec 14 ans d'écart. En 68 pour le championnat d'Europe et en 82 pour la Coupe du Monde. Et c'est pas terminé, Dino Zoff deviendra l'année d'après le plus vieux participant à une finale de Coupe d'Europe avec la Juventus de Turin. Super Dino peut après ça prendre une retraite bien méritée. Et quelqu'un qui ne voulait pas prendre sa retraite et qui avait raison, c'est Tom Brady. Tom Brady, le joueur de football américain, a continué à dominer à son poste de quarterback, même dans la quarantaine. Et lui, c'est une légende absolue de son sport. Il est celui qui a gagné le plus de bacs de champion de l'histoire de la NFL, 7, mais pas que. À lui seul, il a gagné plus que les équipes qui ont gagné le plus de Super Bowl, les Patriots et les Steelers avec 6 victoires. En fait, il a remporté les 6 des Patriots, dont le dernier à 40 ans, puis il en a gagné un 7e avec les Tampa Bay Buccaneers à 43 ans. Et je suis pas spécialiste de football américain, mais je crois qu'à son poste de quarterback, c'est encore plus un exploit de performer si tard. Certes, c'est déjà à la base un crack ultime de son sport, mais continuer de gagner avec une autre équipe à 43 ans, c'est juste complètement hallucinant. Il a pris sa retraite depuis, mais à tout moment, le mec revient à 50 ans et regagne. Je crois qu'on peut s'attendre à tout avec lui. Et c'est possible de prendre sa retraite et de regagner, la nageuse Dara Torres l'a prouvé. En fait, on est ici dans un cas très particulier, une athlète qui a commencé très tôt à performer et qui a terminé très tard. À 15 ans, en 82, l'américaine bat le record du monde du 50 mètres nage libre dans un meeting aux Pays-Bas. Moi perso, à 15 ans, je m'amusais encore à monter un carapuce niveau 100 sur Pokémon. Mais là, on parle pas de ceux qui performent tôt, on le fera sûrement dans une prochaine vidéo, d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous êtes chaud. Mais on parle de ceux qui performent tard, et après une très grande carrière avec entre autres 4 médailles d'or et 4 médailles de bronze obtenues sur 4 Jeux Olympiques entre 84 et 2000, elle stoppe la natation à l'issue de la saison. Et après n'avoir pas fait de compétition internationale pendant plus de 6 ans, elle annonce son retour. Accessoirement, elle annonce ça 3 mois après la naissance de sa fille. Elle revient vraiment vite aux affaires car elle est championne des États-Unis sur 100 mètres nage libre, en crawl quoi, en août 2007 à 40 ans. Elle se qualifie alors pour les prochains Jeux Olympiques de 2008 à Pékin, où elle est venue chercher une nouvelle médaille d'or, mais c'est pas rigolo car elle en avait déjà eu, donc elle est repartie avec quelque chose qu'elle n'avait pas encore, une médaille d'argent. Enfin, 3 médailles d'argent parce que visiblement une, ça ne lui suffisait pas. Tout ça à l'âge de 41 ans. Elle devient alors la médaillée la plus âgée de l'histoire de la natation aux Jeux Olympiques. Et comme elle a gagné 3 médailles d'argent, elle occupe les 3 premières marches de la médaillée la plus âgée. La classe quoi. Et une femme qui n'est pas en manque de classe non plus, c'est Martina Navratilova. La Tchèque Martina Navratilova, c'est juste une légende absolue du tennis. Elle a donc gagné 3 Open d'Australie, 2 Roland Garros, 9 Wimbledon et 4 US Open. Et ça, c'est qu'en simple, hein, parce qu'en double et en double mixte, on peut rajouter 9 Australie, 9 Roland Garros, 11 Wimbledon et 12 US Open, ce qui nous fait un total de 59 titres de Grand Chelem. Elle a remporté son dernier titre individuel en 90 à Wimbledon, à l'âge de 33 ans. Elle atteint quand même à nouveau la finale l'année d'après, puis en 94 à l'âge de 37 ans, mais elle perd les deux. Elle arrête peu de temps après sa défaite, sa carrière individuelle,
Mais comme elle n'est pas rassasiée de titres, elle en décroche un paquet en double et double mixte. Et pour achever sa carrière, elle a remporté son dernier titre de Grand Chelem en double mixte à l'US Open avec Bob Bryan à l'âge de 49 ans. Elle détient le record de la joueuse la plus âgée à remporter un titre du Grand Chelem et je pense pas qu'il soit battu de sitôt. Et un autre record qui ne sera pas battu de sitôt, c'est celui de Gordon Hove. Le Canadien Gordon Hove a tellement marqué son sport qu'il est surnommé Mr. Hockey. Il a commencé sa carrière en NHL, l'équivalent de la NBA pour le hockey, en 1946 et a terminé en 1971, ce qui fait 25 ans de carrière. Carrière sympa où avec les Detroit Red Wings, il remporte 4 fois le championnat de NHL, la Coupe Stanley et il est 5 fois meilleur buteur et élu 6 fois MVP, meilleur joueur du championnat. Il fait partie 23 fois du All-Star Game, le match qui réunit les meilleurs joueurs du championnat. On le pensait avoir terminé sa carrière en 71 à l'âge de 43 ans, mais non, ça ne lui suffisait pas. Alors entre 73 et 79, il a joué dans une ligue concurrente, la WHA, pour enfin revenir en NHL pour une dernière pige en 1979 avec les Hartford Whalers. Il a donc joué une dernière saison de NHL à l'âge de 52 ans. Complètement fou. Il a pris sa retraite en 1980 après avoir joué 26 saisons dans la plus grande des ligues de hockey et 32 saisons professionnelles en tout. Et pour pousser le délire encore plus loin, il joue un match de ligue mineure de hockey avec les Vipers de Détroit en IHL en 1997 à 69 ans. Le mec, il a joué un match, c'était pas la NHL, mais c'était quand même un bon niveau à 69 ans. Mais c'est pas possible en fait. J'aurais pu citer d'autres légendes du hockey comme Chris Chelios, 26 saisons de NHL, ou Patrick Marleau, 24 ans de carrière et record de matchs en carrière. Mais entre nous, un mec qui a joué une saison de 80 matchs à 52 ans méritait un focus particulier. Gordon Hove nous a malheureusement quittés en 2016 à l'âge de 88 ans, alors respect éternel. Légende. Là, on passe de la longévité totale au one-shot, Christopher Horner. Jusqu'en 2013, Christopher Horner a été un cycliste respectable, mais pas un grand champion. Il est arrivé à 26 ans à la FDJ en France, mais ça se passe pas très bien, alors il retourne aux États-Unis où il passe une très grande partie de sa carrière. Mais il revient en Europe à 34 ans et devient coéquipier de grands coureurs comme Cadel Evans et Contador, mais surtout dans des rôles d'équipier. Mais en fait, il est plus fort que prévu et il est plus ou moins promu leader de son équipe, la Radio Shack, et ils ont bien fait de lui donner cette promotion car il gagne le Tour du Pays Basque à 38 ans, le Tour de Californie à 39 ans, mais son principal fait d'armes c'est d'avoir remporté le Tour d'Espagne, la Vuelta en 2013 à 41 ans. Le Tour d'Espagne, c'est l'un des 3 grands tours mythiques avec le Tour de France et le Giro d'Italie, et Christopher Horner est alors le plus vieux vainqueur d'un grand tour. Beaucoup de médias spécialisés s'interrogent et cherchent des explications à cet exploit, et comme d'habitude dans le cyclisme, suspicion de dopage, d'autant plus qu'il courait avec l'équipe de Lance Armstrong, et comme si c'était pas suffisant pour enflammer le débat, il y a eu une erreur de l'agence antidopage espagnole. Et face à tout ça, Horner publie les résultats de son passeport biologique depuis 2008, qui n'indiquent absolument rien de suspect. Le Warrior courra 1 an de plus avec l'équipe Lampre Merida, et malheureusement au mois d'avril, alors qu'il se prépare pour disputer le Tour d'Italie, il est percuté par une voiture dans un tunnel sur les rives du lac de Côme. Il se relève avec un poumon perforé et des côtes brisées. Il parvient à se rétablir physiquement pour disputer le Tour de France, qu'il terminera à la 17e place malgré une bronchite. Il ne défendra jamais son Tour d'Espagne puisque les cortisones qu'il prenait pour soigner sa bronchite étaient contraires aux règles du mouvement pour un cyclisme plus crédible dont faisait partie son équipe. Il arrêtera donc sa carrière peu de temps après et boucler une carrière presque anonyme par un grand tour à 41 ans, c'est quand même exceptionnel. D'autant plus que personne ne l'attendait à ce niveau. Et quelqu'un qui était attendu mais qui a quand même dépassé les espérances, c'est Kelly Slater, le GOAT du surf. Et pour t'expliquer qui est cet homme, en gros c'est l'antithèse de moi en fait. 2 semaines de stage de surf, une seule fois je me suis levé sur la planche et ça a duré 2 secondes. Ah non, moi je prends pas les vagues, c'est plutôt les vagues qui me prennent en fait. Plus jamais j'en referai, plus jamais. Bref, Kelly Slater, mon antithèse, est juste 11 fois champion du monde de surf entre 92 et 2011, mais je crois que son fait le plus notable, c'est d'avoir remporté à 8 reprises les Pipeline Masters d'Hawaï. En fait, cette épreuve, c'est la plus ancienne et la plus prestigieuse du surf mondial. Et lui, il a remporté 8 fois. Sa première victoire a eu lieu en 92 et la dernière en date a été remportée l'année dernière, en 2022, soit 30 ans plus tard, à l'âge de 50 ans.
complètement hallucinant. On peut donc dire que Kelly Slater surfe sur la vague de l'âge. Valentino Rossi, lui, ride sur la vague de l'âge. Valentino a fait ses classes en 125 cm3 et 250 cm3 où il montrait déjà l'étendue de son talent. Il commence dans la cour des grands en 500 cm3 en 2000 où il termine second du classement général en fin de saison. L'année d'après, il termine premier et en 2002, les moteurs 500 cm3 à 2 temps, la cylindrée de la catégorie reine depuis 1949, sont remplacés par des 4 temps de 990 cm3 pour enfin passer à 1000 cm3 depuis 2012. Je vais pas vous mentir, je suis pas spécialiste et j'ai peur rien que sur un scooter, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Valentino Rossi a connu l'évolution de l'épreuve reine, qui est depuis devenue MotoGP, et ça l'a pas perturbé plus que ça, car il a gagné les 4 premières éditions de la MotoGP, et il devient à nouveau 2 fois champion en 2008 et 2009. Son dernier titre de MotoGP est gagné à 30 ans, et s'il ne gagnera plus jamais de classement général, il continue de performer au plus haut niveau. Il remporte toujours de nombreuses courses, donc il est classé deuxième à l'issue de la saison, 3 fois de suite entre ses 35 et 37 ans. Il gagnera sa dernière course à 38 ans au GP des Pays-Bas et fait son dernier podium en 2020 au GP d'Andorre. Valentino Rossi met un terme en 2021 à une carrière longue de 21 ans dans la catégorie reine de moto. Quand il y a fait ses débuts, le Français Fabio Quartararo avait à peine 1 an, et quand il a pris sa retraite en 2021, Quartararo était champion du monde. Valentino Rossi, c'est l'endurance à toute vitesse. Et l'endurance au plus haut niveau caractérise aussi Karim Abdul-Jabbar. Karim Abdul-Jabbar est un pivot de légende qui a joué 20 saisons sur les parquets de NBA, alors qu'il fait 2m18. Et je mentionne ces 2m18 car quand on fait une telle taille, on est beaucoup plus prompt à se blesser. D'autant plus quand on joue en moyenne 90 matchs par saison pendant 20 ans. Mais lui non. Et le pire, c'est qu'il était injouable. Il a inventé le skyhook, qui est un move indéfendable qui lui permettait de tirer sans jamais se faire contrer. Allez voir une vidéo, c'est vraiment impressionnant. Et avant d'être une légende de la NBA, il était déjà le meilleur joueur universitaire de l'histoire en étant le seul à être élu 3 fois de suite meilleur joueur de NCAA, et il continue sur sa lancée et lors de sa première saison NBA, il est rookie de l'année, puis permet aux Bucks d'être champion NBA lors de sa deuxième saison et devient accessoirement MVP, meilleur joueur de la ligue. Par la suite, même s'il était toujours une arme de destruction massive, il ne remporte plus de titres NBA les 4 saisons suivantes avec les Bucks, puis aucun lors de ses 4 premières saisons aux Lakers après son transfert. Pourtant, il est élu 4 fois MVP durant cette période, il a alors 32 ans et a joué 10 saisons NBA pour un titre. C'est là qu'arrive le meilleur prospect de NCAA, Magic Johnson, pour l'épauler. Le Showtime se met en place, l'équipe est magnifique à voir jouer et elle gagne la NBA en 80, 82, 85, 87 et 88. Notre ami Karim remporte ainsi 5 titres NBA entre ses 33 et 41 ans en étant un grand artisan de ses victoires. Il fait une dernière saison en 89 où il perd les finales NBA contre les Bad Boys de Détroit avant de prendre sa retraite à 42 ans. Et pendant ses 20 ans de carrière, il aura partagé les parquets de NBA 4 ans avec l'illustre Wilt Chamberlain, dont la plupart des matchs sont en noir et blanc, et 5 ans avec Michael Jordan. De par sa longévité impressionnante et 5 victoires NBA après ses 33 ans, il avait forcément sa place ici. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La liste n'est bien évidemment pas exhaustive, car je pourrais en faire plusieurs vidéos, donc j'ai dû faire des choix. En tout cas, j'ai essayé de varier entre certains exemples pas trop connus et d'autres qui sont des méga stars pour diversifier les histoires. Bombardez en commentaire qui est pour vous le sportif le plus hallucinant de ce top, ou ceux que vous aimeriez voir dans une autre vidéo. Ceci était la première vidéo de ma chaîne L'Œil de Greg, et l'objectif de cette chaîne, c'est de mettre en avant des histoires et anecdotes de sport, mais pas que, donc d'autres vidéos du style vont arriver. Alors si vous avez aimé, likez-moi cette vidéo et abonnez-vous, ça m'aidera beaucoup dans mon projet. Allez, salut la team!